Bonjour. Alors, dans 2 passions que j'ai, actuellement, qui m'occupent beaucoup, en fin de compte, c'est l'intelligence artificielle, mmh et les anciens bâtisseurs. Et je fais juste comme ça la remarque en me disant que, il y a certainement quelque chose de lié dans tout ça. Pour moi, pour le temps des anciens bâtisseurs, c'est le temps des hommes venus de l'espace. Quand on regarde à peu près dans toutes les anciennes traditions, on va dire, qui ont plusieurs millénaires, et même plus vieilles que ça, souvent il est raconté que quelque chose est venu du ciel, des dieux en général. Nous, après on a traduit ça comme des dieux, mais eux à l'époque, comme des bienfaiteurs, quand ça a été des bienfaiteurs, sûrement, hein, et qui leur ont enseigné des trucs, et c'est reparti. Et ça, on le voit presque sur toute la surface de la Terre, mais en même temps sur différentes périodes. Ce qui laisserait à dire que dans l'évolution des mondes anciens mais quand même récents, dire par rapport au grand nombre, dire comment je dirais, les extraterrestres, présentés ainsi, seraient des gens qui ont amené de la connaissance dans les populations rencontrées. Et moi, je veux bien le croire. Je suis même assez d'accord avec ça. Parce que je vais plus loin dans mon raisonnement, c'est que là, on parle de population autochtone en général, comment je dirais, de la niveau de développement industriel ou technologique, un peu plus que l'âge de pierre de fer, mais en général, quand même, assez peu développé en termes technologiques, quoi. Ça c'est sûr. Et lorsqu'on s'intéresse aux constructions des anciens bâtisseurs, au Pérou, surtout beaucoup en Amérique du Sud, Ollantaytambo, je crois que ça s'appelle. Quand on regarde ce site, hein, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est quoi le sens profond de ce site? Ça, par contre, il y a des choses. Mais après, c'est la réalisation. Quelque chose d'assez extraordinaire chez les gens qui ont pu bâtir des choses pareilles. Et c'est clair que les technologies qui ont été mises en œuvre pour réaliser ça n'étaient pas celles, et ne sont pas celles qu'on connaît. Notre monde moderne aujourd'hui pourrait envisager un travail de ce genre, parce qu'aujourd'hui on peut quand même arriver à ça, mais dans un développement de technicité incroyable et des coûts hors exorbitants, qui fait que jamais personne s'amuserait à ce genre d'aventure, d'aller bâtir en andésite ou en granit dur, à flanc de montagne dans des hauteurs incroyables, des bâtir, on sait pas trop quoi au juste, hein, pour juste manifester peut-être, parce que moi c'est ça que je crois, je pense que tous ces artefacts qui nous reviennent, en fin de compte, pour une partie d'entre eux, avaient pour rôle de nous enseigner, tous. C'est-à-dire que ça a été construit pour que ça dure éternellement, pour ainsi dire. Néanmoins, quand on regarde, que ça soit au Pérou, que ça soit en Égypte, que ça soit partout ailleurs, en Grèce, en Méditerranée, en Inde, en Corse, avant encore bien sûr, mais je parle dans cette région-là, partout tout le monde parle d'une catastrophe. Partout on voit les traces d'un séisme colossal qui a ruiné tout ce qui était debout, même dans les choses les plus sophistiquées qui étaient censées pouvoir résister, disons, au tremblement de terre. C'est pour ça qu'on en trouve encore des traces
naître de ces artefacts, justement en hauteur, hein, dans les 2000, 3000 mètres d'altitude, ce qui quelque part les a protégés. Ensuite, construit de telle façon que vouloir les débâtir aurait coûté plus d'énergie que de les bâtir autrement. On sait que par tradition, souvent les peuples réutilisaient leur environnement, quoi. Donc s'il y avait des pierres qui étaient utilisées pour fabriquer un ancien lieu, mettons, de religieux, et qu'aujourd'hui ces religions se pratiquent plus, les gens récupéraient les pierres pour construire le nouveau, ou pour faire autre chose, quoi. Le fer, pareil, le métal, toutes ces choses-là. Et là, non. Pourquoi ? Parce qu'arriver à récupérer, c'est quasiment impossible. La manière dont les pierres sont enchevêtrées les unes entre les autres, d'une façon si fine et précise, qu'on ne sait pas exactement prendre une pièce sans considérer le tout, quoi. Et c'est ça qui pose question. On aurait presque un sentiment que ce mur a été posé d'un coup. Tout a été posé d'un coup, quoi. C'est arrivé, blablabla, et ça c'est s'enquiller comme ça, quoi. Ces technologies que nous on voit là actuellement, que certains veulent dater 20, 30 000 ans, mais d'autres, et c'est dans ce sens-là que je vais, n'hésitent pas à parler de 300, 400 000 ans, 500 000 ans, de toute façon. La pierre n'étant pas datable en soi, on ne sait pas. La seule chose qu'on peut dater, c'est son environnement, et encore, il faut bien essayer de le comprendre. Et en gros, si on trouve une pierre dans un sol, ou dans les matières organiques qu'on a trouvées de ce sol, on peut dater que la pierre s'est trouvée dans une strate qui date de tant d'années. Certes, ça ne veut pas dire que la pierre est de cette année-là, ça veut dire qu'à cette époque-là, elle était là. Voilà, c'est tout. Elle peut très bien avoir 1 million d'années de plus, on n'en sait rien, quoi. Et c'est toute la difficulté de ceux qui malhonnêtement interprètent ça. Malhonnêtement, juste pour se donner de la ligne. Mais il y a plein de choses qui sont complètement fausses. Or, sur le plateau de Gizeh, par exemple, en Égypte, l'essentiel des bâtis, c'est du biologique, puisque c'est du calcaire, en fait, du grès, quoi. Et donc, ça subit l'érosion et c'est datable sur certaines choses. Et quand justement on veut dater, c'est là où tout le monde devient malhonnête. Parce que lorsqu'on regarde par exemple les lignes d'érosion qu'il y a sur le Grand Sphinx, à Gizeh, et sur le mur d'enceinte qui l'entoure, la seule raison qu'on puisse donner, c'est pas le vent. Une érosion de ce genre ne se fait que par la pluie. On n'a pas besoin d'en discuter pendant 1000 ans. Tous les scientifiques sont d'accord à ce niveau-là. Et la dernière fois où on estime qu'il y a eu justement une érosion telle que ça a pu user à ce point-là, on revient toujours aux mêmes histoires, cette histoire de déluge. Qu'à un moment, alors il y en a qui parlent de 2 météorites qui auraient frappé la Terre il y a au départ entre 12 000 et 30 000 ans, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire à l'époque où l'Europe n'existait pas, ni les Européens, il y avait juste Cro-Magnon qui vivait difficilement aux frontières des glaciations européennes, avec Néandertal, dans l'attente de rencontrer l'homme de Grimaldi, qui l'initiera et qui en fera l'homme moderne qu'il est aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque, parce qu'on a tendance à expliquer à tout le monde que le monde a commencé par eux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Cro-Magnon, c'est une partie, une extension de l'homme qui est apparu aux frontières des grandes glaciations. Veut dire, on a parlé en Dordogne, en France, par exemple, dans les hésies de Taillac, ou les grottes de Lascaux, tout ça. Bon, tout le monde entend parler de ça, quoi. Bon, bref. Quand tu regardes les grottes de Lascaux, on s'aperçoit quand même qu'on n'a pas affaire à un peuple de débiles et de sauvages. Hein. Ou bon, moi, j'ai analysé, je les ai vus plus d'une fois, ces peintures. J'aurais du mal quand même à expliquer qu'ils ont fait ça sans lumière, les gars. Hein. Et pas de lumière. Et la lumière, à l'époque, qu'on savait faire, c'était avec de l'huile. Or, quand il dit lampe à huile, il dit trace. Quand lui, il y aurait trace. Hein. Et ça noircit, toi. Donc, on le verrait obligatoirement s'il avait fait à la peinture, à la lampe à huile, il y aurait des traces de fumée partout. Comment ? Un qui parle de jeu de miroir. Ben ouais. Et pourquoi pas dans le noir ? Moi, je crois ça, moi.
pense que ça fait partie des pouvoirs de l'homme, d'être capable de rentrer dans un état d'être que, voilà, et il suffit de regarder les peintures pour le comprendre. Hein, ils sont pas arrivés avec un plan, non, non, il y a quelque chose de manifesté qui s'est fait d'incroyable, incroyable. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de lumière. Il y a un moment qui a peint ou écrit, tout le monde le sait qu'à un moment, c'est plus nous, c'est quelque chose d'autre qui nous connecte et qui fait qu'on fait, on avance, on résiste. Je pense que on a perdu un peu de ça, mais imagine à l'époque, ces gens-là, la sensibilité qu'ils devaient avoir, cette capacité de moins de frémissement de l'air, d'être capable. Voilà, pas tous, mais pour ceux qui étaient, voilà, les performants de chez eux, on va dire, oui, sûrement, ça va être. On le retrouve ça encore dans aux bordures de nos civilisations, je veux dire, qui sont pas encore complètement euh, euh, complètement dévitalisée, on peut dire ça comme ça. Notre civilisation, elle est dévitalisée. On lui enlève de la vie pour y mettre de la machine. On nous rend de plus en plus incompétents dans notre être, dans notre nature d'exprimer notre être. Hein, par exemple, nous sommes capables de faire de la télépathie. Pourquoi on n'encourage pas ça? Ah ben c'est pas rentable ça. Ah ben c'est sûr, si tous les hommes deviennent télépathes, ce qui pourrait arriver très très vite, hein. J'avais une volonté de ce genre. Si on y réfléchit 2 secondes, d'abord, sur 2 points, pourquoi pas nos ancêtres, il y a longtemps. Non, pas Cro-Magnon, mais on sait que Néandertal, par exemple, avait une communication avec les animaux extraordinaire. Il y a des témoignages, enfin des témoignages, des spécialistes des os et des cailloux, enfin bref, à travers des raisonnements qui sont les leurs, ont réussi à ramener une histoire de ce genre, comme quoi le Néandertal, en fin de compte, est un humain qui avait une communication animale extraordinaire. Et c'était de ça, justement, qui lui permettait de se maintenir à la limite de la vie, c'est-à-dire à ces endroits-là où t'avais de la glace, il montait un peu plus près, et puis lui, il n'y avait plus rien à bouffer, c'était des glaçons, quoi. Donc c'est évident qu'il fallait avoir certaines aptitudes. Et c'est peut-être justement certains aspects de ces aptitudes que les descendants de Cro-Magnon, initiés à la rencontre de l'Afrique par l'homme de Grimaldi, a fait la civilisation occidentale d'aujourd'hui, la base en tout cas, hein, et qui se croit être à l'origine du monde. Ouh, ouais, il y a quelqu'un qui habite sur Terre là ou quoi? Ou faut arrêter les sciences, hein, restez tranquille. Hein. Plus moi personnellement pour ce que j'en pense des sciences, hein, bon d'accord. Non. Oui, pendant que Cro-Magnon s'amusait un petit peu à essayer de trouver sa lumière, il y a bien longtemps qu'il y a eu des civilisations. Alors, on dit, c'est plus fort qu'eux, il faut toujours que ça vienne d'ailleurs. Hein. Ah, ça peut pas venir des humains. On n'est pas capable. Et il faut toujours que ça soit eux les grands. Ah, regardez. C'est nous qui avons fait ce monde le plus beau que l'humanité. Puis... Ah bon? C'est jamais arrivé avant des mondes encore plus beaux, plus justes, des mondes sans souffrance, des mondes où même l'idée d'égalité veut rien dire. Des mondes en paix. Et c'est quoi réussir? C'est quoi l'harmonie? Toutes ces choses mensongères qu'on nous a amenées petit à petit à respirer comme étant des sortes de vérité, alors que tous ces mots sont creux, sont plats, ne portent plus rien en eux, dévitalisés par les vendeurs de rêves, par tout ça. Bon, bref, notre société moderne, hein, qui se veut avant tout, mais moi je sais que nous avons eu des anciens bâtisseurs, et vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus quand même. Hein, d'abord parce que quand on regarde ce qu'on peut comprendre de ce que ces anciens bâtisseurs ont voulu nous léguer. Quand tu bâtis dans du granit, tu dis bien que ça va durer longtemps dans le temps. Donc tu es obligé d'intégrer cette idée-là, rien que le fait de le concevoir et de le réaliser. Si c'est juste pour faire la famille, je vois pas pourquoi si ça doit durer que 20 ans, tu vas prendre des matériaux beaucoup plus faciles, plus légers, plus tranquilles, beaucoup moins chers. Donc voilà, tu tapes là, bon, depuis, c'est fini. Ils ont travaillé sur des choses incroyables. C'est intéressant de voir que dans tout ça, jamais on n'a pu voir d'outils ou de choses qui ressemblent à des trucs guerriers. Sauf
Et je reconnais que cette interprétation qui a été faite sur certains hiéroglyphes, là, je sais plus où c'est plus lequel, je sais plus très bien où. Hein, où on voit nettement, sans être vraiment... on voit nettement, c'est-à-dire que si on te dit ça c'est un char d'assaut, tu vas dire oui. Mais en réalité, si tu dis rien du tout, c'est pas sûr que tu le voyais comme ça, c'est pas si évident que ça, quoi, je veux dire. Mais présenté ainsi, on pourrait croire que ils ont voulu, alors moi je me dis, oui, mais pourquoi juste à cet endroit-là et nulle part ailleurs, hein, pourquoi ces machines auraient apparu là et jamais ailleurs, hein, ça me paraît un peu gros. Parce que je pense que justement, il y a eu une époque où l'humanité avait trouvé son équilibre, l'harmonie. Comment je dirais, qu'elle devienne la co-créatrice permanente de la vivante vie. C'est ça l'humanité. Elle l'a été. En maîtrisant des techniques, je pense, qui viennent avant tout et pour tout de nos propres pouvoirs humains. Hein, nous avons la capacité de déplacer par la pensée des choses. Hein, on a la capacité par nos fluides de faire circuler les énergies. On est capable de transmettre des messages c'est toutes ces choses-là, travaillées par des gens qui sont des spécialistes qui travaillent ensemble. Oui, moi, j'ai aucun doute à croire qu'ils aient trouvé une méthode qui permette d'accomplir ces prouesses. Et si cette méthode, ils l'ont trouvée, pourquoi n'existerait-il plus aujourd'hui ces gens-là? Ils sont toujours. Nos ancêtres, dans le niveau high-tech technologique, c'est eux les extraterrestres. C'est eux qui ont réussi à trouver un pass et qui reviennent régulièrement ensemencer l'humanité. Je le pense. Que nous, on est peut-être une expérience vue par eux, comment je dirais, faut qu'ils aillent jusqu'au bout, c'est de veiller qu'ils ne détruisent pas tout le bazar. Mais possible que... Si ce que je crois que la sagesse, ils l'ont obtenu, c'est-à-dire qu'ils sont en paix avec la matière. L'être humain, l'humanité sage, c'est une humanité en paix, totalement en paix avec la matière. Toute la matière. Et c'est à partir de là qu'elle rencontre, je dirais, l'énergie de terre-mère, sa propre énergie, qui font la création. La co-création, c'est ça notre mission. Hein. Tout le reste, c'est le rêve de certains. Ou le cauchemar, on va dire. C'est surtout ça, plus le cauchemar que le rêve. Et donc, oui, je pense que si on m'intéresse aux anciens bâtisseurs, c'est que je ressens ce message, puis sur d'autres formes, je peux en parler pendant... Il y a à travers l'architecture, c'est quelque chose qui ne peut pas se cacher. Quelque chose qui s'impose à tous. Hein, c'est pas dans un coin, même si effectivement, mais... c'est pas écrit dans un bouquin, là, c'est tout. Putain, faut savoir lire et traduire. C'est vrai qu'avec nos conditionnements culturels qui sont les nôtres, il est bien possible que... Et donc, j'écoute aussi des gens qui me paraissent sérieux, même si qu'on aime plus ou moins bien. Moi, j'aime bien Jacques Grimaud. En tout cas, c'est lui qui m'a largement initié au mystère de la géométrie sacrée, hein, on va dire, je connais rien là-dedans. Une pyramide, c'est une pyramide. Hein. Maintenant, quand c'est de la mesurer comme 8 te la mesure, tu te rends compte que d'abord, cette pyramide est unique, il n'y en a pas deux comme elle. C'est pas possible, autrement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et puis c'est une bibliothèque de mathématiques. Donc, voilà, c'est pourquoi ça a été bâti. Ça a été bâti dans le but d'enseigner. Et en plus, c'est une machine. C'est une machine à faire quoi? On porte de l'énergie, c'est évident. C'est complètement évident. Avec qui parle d'un système d'eau, là, qui lancerait un système de pompe à eau, et puis que c'est dans le mouvement de l'eau, à travers des concentrateurs, des machins, que ça arriverait
déplacer des mouvements d'air dans la pyramide qui seraient filtrés à différents endroits, et c'est les sons obtenus, cristallisés dans ce qu'on appelle la chambre du roi ou de la reine, je sais plus là, qui, guidés vraiment, arriveraient, et comme un laser, arriveraient à produire des choses, bon bref. Je sais pas, c'est ce qu'on... Pourquoi pas, après tout, à la limite, moi je pense qu'ils avaient atteint ces anciens bâtisseurs, un niveau d'équilibre et d'harmonie qui se suffisait. Il arrive à un moment... nous, c'est toujours plus, on n'arrête pas, là. On voit bien qu'il y a une mission quand même d'impérialisme incroyable qui mène ce monde depuis 2 ou 3 000 ans, même quitte à faire de la catastrophe et de la boucherie. Hein. Qui nie la culture des autres, qui nie les autres possibilités de mouvement, qui nie même le système cyclique. Pour eux, le temps, c'est linéaire, hier, demain et après-demain. Ah bon? Il n'y a rien qui revient. Matin, c'est pas tous les jours. Enfin, bon, bref, pas besoin d'en discuter pendant 1000 ans. Le vivant, c'est cyclique. Le culturel, c'est linéaire. En tout cas, occidental. Et on voit bien qu'à un moment... essayer de rentrer une étoile dans un carré dans un rond, ou un rond dans un triangle, ça coince. Ben, on est là. Je crois que il faut que ça rentre, et à mon avis, ça va pas rentrer. C'est ce que je ressens. Alors, peut-être que l'IA sera peut-être l'huile qui viendra à faire glisser tout ça dedans, c'est possible. C'est possible. En tout cas, la charge est là. Ceux qui ont le pouvoir de diriger les foules, les masses, chez eux et à l'international, dans plein d'endroits, hein, que ce soit culturel, politique, militaire, religieux, économique, économique plus que d'autres. Hein, mais bref, chacun voit bien qu'il y a quand même, malgré tout, un cahier des charges qui est à peu près similaire. Hein. Et nous, les peuples, on est là-dedans. Hein. Où tu retournes la tête, apparemment, faut y aller, quoi. Moi, j'aime pas l'eau froide, hein, faut y aller quand même. On est là.